pépin. Oui, malheureusement. On a perdu Josué sur le match d'Angers, donc, pour la cheville. On a Issa cette semaine sous marée pour l'adducteur. Et Aruna toujours, qui suit son protocole de reprise. Et on a Isma Bouneb et Manu Sabi qui ne sont pas encore entraînés collectivement cette semaine pour des coups reçus sur les matchs du week-end. Et Élysée qui a repris mais qui s'est fait mal à l'épaule, qui reprendront demain. Pour Josué, on a une idée de l'indisponibilité ou Non, pas encore. encore? Pas encore d'idée précise. Pour l'instant, c'est douloureux, donc il pose pas le pied pour le moment. Il fait simplement des soins. Et la semaine prochaine, on définira s'il y a besoin d'examens complémentaires. On ne le reverra pas en 2024. Sur le terrain, Oui, oui, oui. je pense pas. Non, ça me semble compliqué. Ouais. Bon, Didier, on va commencer peut-être par partie un peu émotion de ce match. Mais bon, ce retour à Nice, je suppose que c'est pour toi un match que tu avais coché dès la publication du calendrier. Euh, Franchement, oui, bien sûr, j'ai regardé. J'ai pas hâte du tout. C'est pas quelque chose qui me plaît particulièrement. J'avais eu la chance de ne pas avoir à revenir au Havre. Et malheureusement, je dois retourner à Nice. Mais voilà, c'est pas quelque chose auquel je pense énormément, mais qui sur le coup sera forcément particulier. Ouais. Pourquoi tu n'as pas, pourquoi c'est pas un match pour toi qui, je vais pas dire qui compte plus que les autres, mais émotionnellement, oui. Mais parce qu'il y a beaucoup d'attaches et j'aime bien ne pas avoir à gérer ces moments-là. Euh, c'est c'est plaisant, bien évidemment, mais je veux pas que ça prenne le dessus. Et je sais pas si c'est à cause ou grâce au match d'Angers. Et bah, au final, je suis vraiment focus sur mon équipe et j'ai pas trop à penser au contexte. Parce que finalement, c'est à Nice que ont commencé à se dessiner les contours d'une carrière d'entraîneur. Visiblement, c'est pas quelque chose qui te trottait dans la tête depuis longtemps. Mm. Il y a eu une opportunité. C'est là que tout a commencé pour une nouvelle vie finalement. Oui, forcément. Bah, en fait, on est sur les deux clubs auxquels je dois tout. Sur la part joueur au, au Havre et malgré tout sur un poste d'entraîneur, mais sur vraiment la réalité, la prise de conscience de la tournure de ma carrière d'entraîneur, je le dois à Nice. Qu'est-ce que tu gardes comme image forte de cette tranche de vie à Nice? Parce que tu as été entraîneur, mais tu as aussi occupé des postes à la formation. Ouais, c'est 10 ans de ma vie. Donc forcément, c'est énorme dans le football, tout comme c'est bizarrement la 10e saison pour moi aussi au Havre, donc ça fait beaucoup. Euh, En tête, j'ai énormément de choses. De mon arrivée à mon départ, j'ai eu la chance qu'on me fasse confiance, qu'on m'ouvre énormément de portes, d'avoir des relations fortes avec beaucoup de monde, avec le public, les gens du club. Donc c'est beaucoup de souvenirs. Ouais, bien sûr, tu aurais aimé revenir forcément à Nice dans une position un peu plus sereine. Tout à fait. Avec le recul, comment tu as analysé cet échec face à Angers? Euh, je vais presque parler de non-match. Voilà, je pense qu'on n'a pas été à la hauteur mentale de l'enjeu, qu'on n'a pas réussi à enfiler ce premier costume de favori et que Angers nous a vraiment été supérieur, mais on peut pas dire que ça s'est joué à des détails, c'était vraiment trop gros. Donc c'est peut-être plus facile aussi de passer à autre chose quand on a fait ce type de match. Est-ce que pour toi c'est un accident de parcours ou est-ce qu'il va finalement falloir s'habituer à ça toute la saison avec des hauts, des bas et forcément voir le Hack louvoyer dans les eaux un peu troubles?
j'espère très sincèrement que ce soit un accident de parcours et que mentalement on sache élever le curseur et enchaîner les bonnes performances parce que c'est le seul moyen si on veut rester justement à la fois dans cette lutte et pouvoir peut-être espérer des jours meilleurs. Ça a manqué d'initiative, de créativité, de peps, d'audace. Est-ce que pour retrouver un petit peu tout ça, est-ce que ça peut passer par un changement de système ou tu penses que le système actuel est fait pour durer et qu'au bout d'un moment, ça paiera? Mais en fait, on voit qu'il n'y a pas vraiment de vérité par rapport au système ou au nombre de joueurs offensifs qu'on met sur le terrain. Et je pense vraiment que c'est sur un état d'esprit, des prises d'initiative et l'envie de justement d'aller de l'avant et de créer des choses. Ça, comment tu expliques ce manque d'audace chez certains joueurs qui ont peut-être une capacité technique pour de temps en temps faire la différence? Ça dribble pas, on a le sentiment qu'ils Ouais, jouent trop souvent avec le frein à main. ouais, je pense vraiment que là, ça a été un vrai problème technique où vraiment on n'a pas mis l'intensité, les ingrédients suffisants pardon, sur la qualité technique pour se permettre justement d'enchaîner et de créer des choses plus positives. Bonjour. Bonjour. On évoquait le manque d'audace peut-être contre Angers. Comment est-ce que vous arrivez à faire passer ce message à vos joueurs, à bien concilier le côté défensif, qui est très important bien sûr, en Ligue 1, en football, et en même temps, voilà, avoir cette technique, cette audace, ce petit truc en plus qui parfois a manqué. Je pense que c'est avant tout de la concentration, puisque le contrôle passe, arrivé en pro, on doit le maîtriser. Mais c'est aussi le seul moyen de se mettre en situation de créer des choses. Donc c'est surtout vraiment insister sur cet état d'esprit, puisque les qualités pour le faire, ils les ont. Donc c'est aller à la fois sur la confiance, puisque c'est des choses qu'ils savent faire, mais malgré tout, moi, trouver peut-être des repères ou des choses qui vont les mettre en situation de réaliser ça. Après Angers, vous disiez que c'était presque prévisible, en fait, le match d'Angers en lui-même, que ce soit par la semaine qui a précédé ou par peut-être aussi le monde médiatique. Enfin, voilà. Comment là vous le sentez ce match-là à Nice? Est-ce que vous sentez un groupe qui s'est peut-être plus concentré, renfermé sur lui-même, prêt à entrer dans cette bataille-là? Oui, c'est un groupe prêt qui fait face. C'est un peu le paradoxe, parce que on reconnaît très rapidement quand on a fait des bêtises et on a un peu plus de mal à passer à autre chose quand on a fait des bonnes choses. Donc ils ont fait une très bonne semaine d'entraînement, très focus, euh, tout le groupe. Il y a personne qui est sorti au niveau de l'état d'esprit, que ce soit positivement ou négativement. Vraiment tout le monde, tous concentrés, tous ensemble pour ce match. Nice, c'est une équipe qui n'a pas forcément très bien fait parler d'elle ces derniers jours. Il y a la défaite en Coupe d'Europe qui est assez lourde, il y a la défaite contre Lyon, où il y a eu toute la polémique, encore une fois, sur l'arbitrage. Comment vous les sentez, vous, les Niçois, là? Bah, c'est une équipe qui a la qualité, en tout cas je ne vais pas dire pour décider du sort du match, mais qui a des individualités, qui a un coach qui fait très bien jouer son équipe et qui a le pouvoir offensif de faire très mal à l'adversaire. Donc je me focalise pas trop sur ce qu'ils ont fait ces derniers temps, mais plus ce qu'ils sont en mesure de réaliser. Justement, par rapport au coach de Nice dont vous parliez, est-ce que c'est quelqu'un que vous suivez un petit peu particulièrement, qui fait aussi partie plutôt d'une jeune génération? Je n'ai pas son âge en tête, mais est-ce que voilà, c'est quelqu'un que vous suivez particulièrement? Oui, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui fait un excellent travail depuis ses débuts, qui représente très bien les coachs français, qui a une super image et voilà, il mérite tout à fait ce qui lui arrive, autant par ce qu'il produit sur le terrain et par ce qu'il dégage en dehors. Moi j'ai une petite question, pas par rapport forcément au match, mais je vais revenir sur un propos que vous avez tenu, notamment après Nantes, et puis aussi une fois sur l'unité du club, notamment des dirigeants vis-à-vis de vous.
Je voulais savoir comment ça se matérialisait un petit peu, comment vous le perceviez. Je crois que vous l'avez cité 2 fois, je crois que c'était après Montpellier et après Nantes. C'est vrai qu'ici, c'est un point de vue extérieur, hein, mais on a l'impression que voilà, les dirigeants, le coach, le staff, les joueurs font bloc et qu'on n'a pas l'impression que même si les résultats sont excusez-moi, moyens, que ça va vaciller. C'est extraordinaire. Sincèrement, pour un coach de sentir cette unité, c'est fantastique. C'est c'est la force du club. On lutte avec nos armes, nos moyens. Et je pense que ça remplace beaucoup d'argent. Euh, Sans ça, ce serait vraiment très compliqué. Mais d'avoir des gens aussi investis, aussi solidaires et aussi impliqués dans la réussite du club, pour un coach, c'est quelque chose de magnifique. Et il y a des signes, il y a des exemples concrets que ça se traduit pas. C'est des échanges au quotidien, c'est des petits signes entre guillemets d'attention à votre égard ou à l'égard du groupe. Comment ça se... Oui, en fait, c'est pas spécialement pour moi. Je suis pas quelqu'un qui fait attention qu'à ce qu'on fait pour lui. Mais c'est vraiment la présence pour le club, pour les joueurs, pour le staff. Tout le monde, il y a toujours un mot pour nous, une attention, des encouragements. Quand ça va pas, on se le dit aussi, mais on se le dit toujours en face. Le message n'est pas passé par une autre personne ou quoi, et c'est toujours dans le but d'avancer. Donc voilà, la direction fait vraiment des choses pour nous, un investissement, une implication qui est vraiment remarquable. Ça doit être votre atout dans la course au maintien. Oui, je suis persuadé. C'est ce qu'on s'est dit. On en a parlé encore cette semaine où on est un club où le staff et la direction a une grande part de responsabilité. Donc on doit vraiment nous aussi faire en sorte que tout se passe bien et pas toujours tout miser sur les joueurs. Et c'est pour ça que je dis toujours être fautif quand ça se passe mal. Moi j'avais une petite question en vue d'un prochain sujet sur deux des recrues d'été qu'on n'a pas encore vu, de très jeunes joueurs, Ismaël Bouned et Ruben Londia. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur leur évolution, où ils en sont? Ils évoluent essentiellement avec les jeunes jusqu'à présent. Ouais, pour Ruben, c'est un petit peu plus délicat parce qu'il avait jamais évolué à ce niveau-là, au niveau professionnel. Et il y a un changement d'environnement, un changement de rythme de vie, une découverte de la vie seule aussi. Donc il travaille, il s'accroche. C'est un petit peu plus compliqué pour lui parce qu'il est redescendu avec les jeunes. Mais il est bien entouré. Et Isma est un joueur talentueux qu'on espère voir rapidement. On prend notre temps, mais on a grand espoir à ce qu'il devienne un joueur important du groupe professionnel. Aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs. On fait attention à l'équilibre du vestiaire. Donc, on lui donne le temps de travailler sereinement. Oui, la petite touche créative qui peut manquer parfois, elle pourrait être apportée sur les mois à venir par un Ruben. Oui, c'est une possibilité. Après, il ne faut pas lui mettre une pression parce qu'il manque des choses à l'équipe professionnelle et qu'on doit mettre la pression sur un jeune qui n'a pas encore évolué à ce niveau. Il a les capacités de le faire, ça c'est une certitude. C'est à nous de bien l'accompagner pour qu'au moment où il soit lancé, il soit vraiment prêt et que aussi, comme je l'ai dit, que ça ne bouscule pas l'équilibre du vestiaire qui est important quand on a un grand nombre comme ça. L'Arbeta, il n'est pas du tout prêt même pour faire 20 minutes, une demi-heure. Je dirais pas ça. Je pense que oui, mais il n'y a pas non plus de joueurs qui aujourd'hui déméritent. Donc non pas qu'on ait des statuts, pas du tout, mais il a conscience que des fois l'équilibre se joue à peu de choses, que l'unité est le plus important. Il s'est réellement mis au service du club et il sait que c'est l'avenir du club et que ça peut prendre du temps.
mais que le plus important, ça reste la finalité et qu'il y ait de la continuité dans ses performances et dans le fait d'évoluer régulièrement avec l'équipe première. Est-ce que le fait que la réserve évolue en R1, c'est pas aussi problématique pour un tel joueur? Oui, c'est problématique, ça c'est une certitude. Heureusement qu'on fait partie aussi du challenge des réserves où on rencontre des équipes professionnelles. Heureusement qu'on a beaucoup d'opposition interne où vraiment il peut voir ce qui se passe vraiment au niveau professionnel. Donc on essaye de travailler vraiment au mieux pour pouvoir intégrer ces jeunes joueurs. Est-ce qu'on peut avoir une petite réaction sur le tirage au sort de la Coupe de France également, qui vous a offert Saint-Brieuc comme adversaire? Offert, on ne peut pas dire que ce soit réellement un cadeau. Voilà, j'espère qu'on réussira à avoir un terrain de qualité parce qu'on sait souvent que ça nivelle les niveaux. Arrivé au niveau N2, on commence à rencontrer des bons joueurs qui s'entraînent tous les jours, donc qui ont une condition physique et un niveau technique qui devient de qualité, et encore plus là, et par rapport à ce que j'ai pu dire jusqu'ici, l'état d'esprit sera vraiment le plus important sur ce match. Bon, après, les joueurs d'expérience à Saint-Brieuc, ils commencent quand même à traîner le poids des ans. Ce serait bien pour nous qui soient en train de préparer Noël avec leurs enfants tranquillement. Mais non, c'est des matchs que je connais, et en fait que j'ai pu vivre dans des clubs différents, et c'est vraiment l'état d'esprit où tu abordes le match qui fait la différence. Et pour avoir eu la chance de connaître le PSG, quand tu arrives sur ces matchs-là, tu es très confiant et sûr de tes forces. Et ici, pour ce que j'ai pu connaître, exactement, des fois, c'est pas la peur, mais on l'aborde de manière un petit peu négative. Donc voilà, je veux vraiment préparer mes joueurs à ce qu'ils soient conscients, confiants des qualités qu'ils ont. Bonjour Lydie, moi je voulais faire une petite question sur André Ayew. On peut déjà lire les premières critiques. Déjà, je voulais savoir où est-ce qu'il en était vraiment physiquement, est-ce qu'il était vraiment à 100%, et est-ce qu'on en attend trop d'André Ayew? En fait, on a toujours la question de l'attaquant qui marque des buts sans regarder ce qu'il peut faire, et je ne vais pas changer mon discours au niveau de Dédé. Il nous apporte énormément sur le terrain, sur le fait de garder le ballon, et dans le vestiaire aussi. Après, on aimerait bien évidemment qu'il marque des buts, mais c'est valable pour lui comme pour d'autres. La seule différence, c'est que André est prêt à assumer justement ce costume et à faire face aux critiques. Donc c'est un peu plus facile à gérer avec lui. Et d'un point de vue physique, oui, il est prêt. Il travaille énormément, il est très sérieux sur et en dehors, mais on ne peut pas demander non plus aux joueurs de faire aujourd'hui les sprints qu'il faisait il y a 10 ans. Il a des qualités qui sont aujourd'hui différentes de ce qu'il faisait avant, mais on doit pouvoir exploiter ses qualités pour le bien du collectif. C'est bon, merci beaucoup. Merci. Merci.